RSE une nouvelle dimension dans les relations entre les directions juridiques et leurs conseils. Autour de cet atelier, autour de cette table ronde, à mes côtés, Maria Pernas. Vous êtes administrateur du Cercle Montesquieu et membre du comité exécutif du groupe en charge de la direction juridique et du commercial et contract management chez Capgemini. Sébastien Mandron, directeur de la RSE chez Worldline, et Linda S., associée au cabinet Jones Day. Alors, juste pour remettre un peu les choses dans leur contexte, la RSE, donc la responsabilité sociétale ou sociale des entreprises, est aujourd'hui un élément essentiel de compétitivité pour les entreprises. C'est la mise en place d'un modèle économique vertueux avec un impact positif sur l'environnement, mais pas que. C'est aussi un levier de croissance. Les enjeux de la RSE prennent d'ailleurs une place de plus en plus importante dans les entreprises, en raison notamment des évolutions réglementaires sur la performance extra-financière, le devoir de vigilance, la loi Sapin 2 ou encore la loi Pacte. Tout cela, évidemment, entraîne des questionnements. Cela impacte-t-il les relations entre les directions juridiques et leurs conseils externes? Dans ce cadre, quels sont les engagements des entreprises et des cabinets en matière de RSE? Qu'en est-il de la mise en place d'un référentiel ou tout simplement de KPIs? Toutefois, force est de constater aujourd'hui que la question sur la relation entre le cabinet d'avocats et son conseil externe et la direction juridique va au-delà du référentiel. Il ne s'agit pas seulement des engagements internes des cabinets d'avocats, mais c'est aussi des nouveaux services qui sont attendus. Donc, dans un premier temps, je vous propose un tour de table et de profiter de l'expertise et de l'expérience de nos experts. Et donc, je vais me tourner vers Maria Pernas. En ce qui concerne Capgemini, quels sont les engagements RSE? Tout d'abord, bonjour à tous. Je veux dire que Capgemini est un leader responsable. Un leader responsable qui souhaite avoir un impact positif sur toutes les parties prenantes de notre écosystème en matière de RSE. Si ça marche, merci. Donc, nous avons une politique en matière de RSE, une politique qui a été présentée aux investisseurs par notre CEO et par son équipe, y compris moi-même. Mais je pense que ce n'est pas nécessaire seulement d'avoir une politique. Il faut que tout ce qui est RSE fasse partie de la stratégie de l'entreprise. Et c'est aussi le cas de Capgemini. Chez Capgemini, nous avons ce qu'on appelle le Corporate Strategic Framework. Il y a 3 mots qui sont clés dans notre Corporate Strategic Framework: la data, la cybersécurité et le développement durable. En ce qui concerne la direction juridique, je suis fortement engagée en matière RSE. Je vais faire, et c'était mon objectif quand je suis arrivée chez Capgemini en 2017, je vais faire de la direction juridique de Capgemini une direction juridique de référence en matière RSE. J'avais présenté 2 plans stratégiques à notre CEO, un plan stratégique en 2017, un deuxième plan stratégique l'année dernière. Et un des 5 piliers du plan stratégique, c'est l'RSE. Et nous avons été la première direction juridique à créer un centre d'excellence en matière RSE déjà en 2018. Et nous continuons notre engagement avec le développement de la charte en matière sustainability. Nous avons des KPIs en place que je pourrais vous présenter et notre engagement est ferme. Donc, je peux dire que au sein de Capgemini, je sais que Greta Thunberg, vous savez tous qu'elle a parlé de blablabla au COP26. Elle a dit aussi que voilà, que le COP26 c'est plutôt une réunion de CEOs qui font des press releases. Bon, j'ai un immense respect par Greta, mais je pense qu'à la date d'aujourd'hui, notre engagement en matière de RSE, ce n'est plus du blablabla, honnêtement. Qu'est-ce qui se passe au niveau des KPIs? En 2019, début 2020, j'ai lancé une RFI. Donc, je n'ai pas un panel classique. Ce que j'ai fait, j'ai lancé une Request for Information pour certifier les cabinets d'avocats. À l'époque, je n'ai pas mis de KPIs. Et je peux vous dire pourquoi je n'étais pas favorable au référentiel à ce moment-là. J'ai demandé au cabinet d'avocats de me présenter leur programme RSE. Je n'ai pas mis de référentiel. Et je ne l'ai pas fait pour 2 raisons.
La première, c'est parce que il n'y avait pas un niveau de maturité dans cette matière. Et je pense que ça n'existe même pas aujourd'hui, honnêtement. La deuxième chose, c'est parce que quand on fait des référentiels, il me semble essentiel que les référentiels, les KPI qu'on donne au cabinet d'avocats soient clairs, ils soient tenables et ils n'impactent pas trop leur operating model en interne. Ce n'est pas mon objectif de dire à un cabinet d'avocats comme il faut qu'il s'organise en interne. Et donc, quand je dis que les marchés n'étaient pas matures, je pense que les marchés n'est même pas mature aujourd'hui pour imposer au cabinet d'avocats des référentiels très, très forts. J'ai amené avec moi un report que je vous invite à lire parce qu'il est vraiment très bien fait. C'est une société RSGI au UK qui a fait l'évaluation de 250 plus gros cabinets en ce qui concerne leur engagement en matière RSE. Et ce qu'il dit, c'est un report il y a 2 mois. Donc c'est vraiment ce qu'il dit, c'est que parmi les top 100 law firms, donc si on prend les 100 les plus grosses au niveau mondial, il y a seulement 17% qui ont publié un report ESG. Il y a seulement 17% qui ont signé le United Nations Global Compact. Il y a seulement 19% qui ont défini des set carbon emissions reduction targets. Et il y a seulement 26% qui font des investissements significatifs en matière de pro bono dans les domaines développement durable. Donc, les marchés n'étaient pas matures à l'époque, ce n'est pas mature aujourd'hui. Je pense que les cabinets d'avocats, il faut qu'ils fassent des efforts, il faut qu'ils continuent à travailler sur ce sujet, parce que si vous me demandez qu'est-ce que vous allez faire la prochaine fois, je ne mettrai pas de KPIs. En revanche, je demanderai au cabinet d'avocats d'être beaucoup plus précis dans les référentiels qu'ils nous reportent. Ça, c'est clair. Ok, merci Maria. Du coup, spontanément, Linda, je vais me tourner vers vous. Alors, quelle est la réponse des cabinets d'avocats? Et vous, que faites-vous chez Jones Day en particulier? Merci beaucoup. Alors, et bonjour à tous. En fait, au niveau cabinet, enfin, d'abord peut-être au niveau de la profession, je pense effectivement il faut juste noter les travaux qui ont été faits par les différentes instances de la profession, donc le Conseil des barreaux européens, qui ont publié dès 2013 sur ces questions, sur les chartes de responsabilité, et aussi comment ça peut se conjuguer avec l'indépendance des avocats, avec leur obligation de donner des conseils dans ces matières et leur responsabilité vis-à-vis de ces conseils. On a aussi le Conseil national des barreaux qui a publié une charte de responsabilité, proposée au cabinet d'avocats. Il y a aussi l'Ordre des avocats qui, depuis 2012, publie un rapport de leurs activités. Et donc, je pense que la profession en général est assez engagée dans ces sens-là. Ceci étant, je pense que par rapport à signer des chartes à la fois internationales ou enfin nationales éventuellement, je pense pour les cabinets comme le nôtre, nous nous basons surtout sur nos valeurs que nous avons définies pour nous-mêmes, qui sont publiées sur notre site depuis maintenant plus de 20 ans, où il y a beaucoup de travail en interne autour de ces valeurs. Nous suivons un certain nombre d'informations internes, notamment des données sur la diversité dans différentes déclinaisons. Mais nous laissons dans notre cabinet le soin à chacun de nos bureaux à définir les activités ou les KPI qui s'insèrent dans leur communauté. Comme nous sommes un cabinet international, nous avons des bureaux dans je pense c'est 36 pays maintenant. Donc chaque bureau est responsable de publier un peu et d'entreprendre des actions directes liées à l'RSE. En fait, la dernière chose peut-être que je pourrais sur laquelle je peux répondre, c'est aussi nos engagements au niveau pro bono. Et ça, je pense que c'est l'axe traditionnel des cabinets d'avocats et des avocats indépendants. Dans nos activités, nous avons notamment choisi un certain nombre
au niveau de notre cabinet au niveau monde, notamment sur les réfugiés. Donc nous travaillons depuis 15 ans sur la frontière entre le Mexique et les États-Unis, avec une activité extrêmement engagée où nous défendons les réfugiés. Et nous avons à la fois nos avocats et certains de nos clients qui viennent travailler avec nous. Aussi sur l'île de Lesbos, on a un aide juridique où nombreux avocats, Jones et typiquement en Europe, peuvent déployer leurs talents auprès de ces réfugiés. Et aussi auprès de nos clients, nous avons travaillé récemment, par exemple, avec IBM sur la mise en place d'une plateforme tournée vers les chômeurs et les gens qui veulent se reconvertir pour aider à développer leurs entreprises, etc. Et puis d'avoir un accompagnement juridique dans leurs activités. Ok, merci Linda. Une toute petite question quand même, parce que quand on a préparé la table ronde, on a parlé aussi des appels d'offres. On voit bien qu'au niveau des KPI, c'est pas encore mature. En revanche, est-ce que vous, dans les appels d'offres, vous avez justement une demande ou une émergence de ces KPI? Alors c'est vrai que nous voyons nos clients nous poser des questions par rapport à leurs propres objectifs. D'expliquer comment nous pouvons ou comment nous avons traité ces questions chez nous. Donc nous voyons par exemple à la fois une demande juste d'information, qu'est-ce que nous avons comme statistiques, quels sont nos engagements, quels sont déclinés autour des sujets qui intéressent nos clients en particulier. Et aussi, il y a certains de nos clients aujourd'hui qui nous demandent, par exemple, dans les dossiers pour ces clients-là, de veiller à ce que les dossiers soient traités par les avocats venant de la diversité, par exemple, un certain nombre d'heures sur les dossiers qui sont faits par les avocats au-dessus d'un certain âge, parce que je pense qu'il y a un constat qu'il y a un certain agisme donc qui fait que les avocats plus expérimentés ou plus âgés ne sont pas mis sur les dossiers, donc avec une demande de suivi. Alors je pense que effectivement on a discuté un peu brièvement en préparation. Ça fait que ça nous amène à faire un reporting. Je pense que, comme beaucoup d'entre vous, en essayant de répondre à des demandes auprès de nos clients qui peuvent être assez variées, ça amène un reporting peut-être un petit peu lourd. L'autre chose, c'est ce qu'on a évoqué, c'est qu'il faut surtout que les meilleurs avocats soient sur les dossiers, qui traitent les questions d'une manière le plus adaptée pour avoir le meilleur conseil à nos clients. Ok, merci. Sébastien, je vais me tourner vers vous cette fois-ci. Vos engagements RSE chez Worldline sont liés à la chaîne de valeur. Vous devez sécuriser vos engagements en amont et en aval. C'est quoi être directeur de la RSE chez Worldline et quels sont vos engagements? Et les sujets sur lesquels vous faites un focus? Alors, donc, juste peut-être petit mot d'introduction. Donc, Worldline, c'est pas forcément une société que vous connaissez, pourtant vous utilisez tous les jours les services. C'est malheureux. Vous nous connaissez mieux sous le nom d'Ingenico, qui est une marque qu'on a rachetée. Donc, c'est tous les terminaux de paiement. Donc, concrètement, c'est nous qui, pour une grande partie des transactions de paiement qui ont lieu en fait en Europe, c'est nous qui vérifions quand vous faites un achat que le code que vous tapez est le bon. C'est nous qui demandons à votre banque si votre compte est bien approvisionné. C'est nous qui faisons donc une demande de virement entre le compte de votre banque et le compte du marchand, et c'est donc nous qui redescendons l'information comme quoi la transaction est validée, et que donc vous pouvez payer l'addition au restaurant, vous pouvez acheter le dernier achat technologique qui vous va bien à la Fnac, et c'est nous aussi, quand vous faites un achat un achat sur Internet, c'est nous qui vous envoyons le SMS. Voilà, donc vous voyez, vous ne nous voyez pas en fait, mais fondamentalement, vous utilisez nos services. Donc comme vous l'avez compris, on est dans l'informatique. Donc nous, le sujet de la RSE, vous avez tous à l'esprit que principalement la RSE, c'est deux grands sujets qui sont l'environnement et le social. La RSE dans l'entreprise, c'est avant tout un sujet comment j'assure à l'entreprise une durée de vie à 10 ou 15 ans. Donc si vous tournez le sujet autrement, c'est qu'est-ce qui peut tuer l'entreprise du jour au lendemain? Et quand vous posez cette question-là, vous voyez que la question est différente en fonction des marchés. Si je reprends mon exemple en fait de l'industrie du paiement, ce pourquoi vous utilisez une carte bleue, c'est principalement pour un sujet de confiance, c'est-à-dire que vous assurez que ce moyen de paiement vous permettra de sortir du parking à toute heure, elle fonctionne à toute heure. Vous pouvez essayer d'introduire un chèque dans la machine, ça ne marchera pas. Voilà, vous savez que votre carte bleue est suffisamment fiable pour pas que vos données soient volées,
qu'il n'y ait pas d'argent qui soit pris, quand bien même il y aurait un incident, vous êtes remboursé. Donc c'est pour ça que vous utilisez en fait ce moyen de paiement. Et vous voyez que du coup, mon rôle à moi, enfin de directeur RSE, c'est m'assurer que toutes ces fonctions de base sont bien remplies pour que la confiance entre le porteur de carte et l'émetteur en fait soit là pour qu'elle soit utilisée. Et donc après, j'ai évidemment des problématiques de people à gérer pour m'assurer que j'ai des talents qui vont bien pour fournir la technologie qui va bien. Et puis, j'ai minimise en fait mon empreinte environnementale. Donc, c'est ça le sujet de la RSE. Donc, moi, je suis positionné surtout avec des objectifs à 5 ans sur ces différents sujets. Et vous voyez que j'essaye fondamentalement d'être exemplaire dans mon approche. Et ce que j'attends du coup, c'est que les gens avec qui je travaille, qui sont donc mes fournisseurs, qui vont donc me fournir des bâtiments, qui vont me fournir des serveurs, qui vont me fournir du matériel informatique, partagent les mêmes valeurs que moi. Voilà. Donc ça, c'est la tendance d'il y a 5 ans. Voilà. Sauf que maintenant, en fait, on va au step d'après, qui est de dire que mes clients, maintenant, viennent me dire, c'est super ce que vous faites, mais est-ce que vous pouvez me dire, justement, la solution que je vais utiliser de paiement, combien, en fait, elle émet de CO2, quels sont ses impacts? Parce que moi, j'ai besoin de le savoir pour le comptabiliser, et je considère que je choisirai mes fournisseurs, en fait, sur cette base-là. Donc vous voyez qu'au départ, on était dans un objectif et dans une logique de je dirais volontariat, et en fait maintenant on voit bien que la pression vient du client, d'accord, si avant elle venait aussi des investisseurs. Et donc je vais avoir fondamentalement la même tendance par rapport en fait à mes fournisseurs, quels qu'ils soient. Donc aujourd'hui j'adresse mes principaux fournisseurs qui sont des fournisseurs de serveurs, mais il n'y a aucune raison que j'adresse pas tous mes fournisseurs de la même manière. Et vous êtes fondamentalement un fournisseur comme un autre. Je veux dire, en tant que cabinet d'avocats, on a ce niveau-là. Donc, alors c'est vrai que vous êtes aujourd'hui, enfin, les cabinets d'avocats ont du coup un impact, en tout cas une position plus faible en termes d'impact de chiffre d'affaires et d'intervention, mais on est dans cette généralité-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on attend des entreprises, c'est qu'elles s'engagent pour leur périmètre et le périmètre en fait de ses fournisseurs. Et c'est ce que, si vous regardez ce qu'a publié Apple, Google, Microsoft, il y a 18 mois, ils ont dit, nous, on va réduire nos émissions de CO2 de 30 à 50%, et d'ailleurs, on a demandé à nos fournisseurs de faire la même chose. En fait. Donc ça veut dire que les grandes entreprises qui sont sous la pression de la réglementation, qui sont sous la pression de leurs clients, qui sont sous la pression des investisseurs, vont avoir tendance automatiquement en fait, à cascader sur les fournisseurs, quelle que soit leur taille, en fait, les pratiques qui sont demandées par le marché. Et donc, on va retrouver, logiquement, les problématiques de climat. Alors, pour, je dirais, les directions juridiques, et en particulier les avocats, c'est pas forcément quelque chose d'impactant, mais on va retrouver, du coup, toutes les problématiques de diversité, d'égalité par rapport au handicap, les minorités, etc., etc. Et c'est logiquement, en fait, des sujets qui vont se retrouver sur tous les fournisseurs, quelle que soit leur taille. Merci Sébastien. Bien voilà, c'est un très bon enchaînement pour la deuxième partie, puisque c'était en fait quel est l'impact au regard de vos retours d'expérience, quel est l'impact sur l'offre des cabinets d'avocats. Donc Sébastien, je vais encore m'adresser à vous. Au regard des risques que vous avez évoqués, quels sont les nouveaux sujets à fort impact et en particulier la dimension sur les administrateurs et les comités de direction? Alors aujourd'hui, dans les sujets bien connus, je dirais, et qui sont matures, liés au risque juridique, il y a évidemment les droits humains, le devoir de vigilance, ce qu'on a déjà nommé, sur lequel vous trouverez déjà des exemples de conflits, même par rapport à des entreprises françaises en Asie ou en Afrique. Donc c'est des choses qui sont connues. Là, ce qu'on voit maintenant arriver, c'est deux sujets. Alors, un dont on vous a entendu parler depuis 8 mois, on vous rabat les oreilles, c'est le climat. Ça, au cas où vous l'auriez raté, c'est quand même le sujet. Voilà, donc ça, c'est un sujet qui monte. Donc, les entreprises sont dans une logique de se positionner. Hein. Je parle des grandes entreprises. Attention, ma discussion est surtout sur les grandes entreprises. Après, il y a une autre problématique qui est comment les ETI et les PME qui n'ont pas cette maturité, qui n'ont pas ces ressources, vont se positionner. Mais aujourd'hui, je dirais, les grandes entreprises sont positionnées sur ces sujets-là, donc elles sont dans une logique de se positionner sur le sujet d'environnement. Et le sujet du moment, c'est la neutralité carbone. Voilà. Donc si vous voyez des investisseurs, ils vont dire, nous, on sélectionne maintenant des entreprises qui sont neutres en carbone. La petite définition de la neutralité carbone, c'est si vous émettez 1 gramme de CO2, il faut que vous capturiez ce gramme de CO2. Donc pour faire simple, ça veut dire que vous plantez un arbre, hein, je vous fais l'équation simple, d'accord? Sauf que quand vous faites toutes les tonnes de CO2 qui sont émises, il ne va pas y avoir assez de place sur la planète pour planter des arbres,
Voilà, donc c'est un petit peu l'histoire. Et donc aujourd'hui, en fait, on est dans cette logique de réduire les émissions de CO2, donc à horizon 2050, des chiffres qui sont extrêmement importants, de 40 à 50% en fonction des industries. Et là, en fait, on va avoir une dimension qui est de dire, aujourd'hui, les entreprises vont avoir deux sujets. La première, c'est est-ce qu'elles disent qu'elles sont neutres en carbone? Donc là, attention, quand vous dites ça, vous vous mettez en situation difficile, parce que techniquement, c'est peu possible, d'accord? Donc vous pouvez utiliser le terme de contribuer à la neutralité carbone, mais pas dire qu'on est neutre en carbone. Donc là, il y a un certain nombre de sujets et de risques juridiques liés à ça, en particulier sur toutes les communications faites au niveau des publicités, d'accord? Donc vous pouvez pas mettre, vous avez un camion de livreur, vous mettez mon camion est neutre en carbone, c'est interdit. Voilà, vous n'avez pas le droit de le dire à la télé non plus, etc. Donc vous avez sur des problématiques d'expression de neutralité carbone, ou tout ce qui touche à un impact environnemental, des choses que vous ne pouvez pas dire. Donc là, c'est typiquement des sujets qui vont venir engager la direction de l'entreprise. Et puis après, vous avez le même sujet au niveau des administrateurs, c'est-à-dire que vous allez avoir des problématiques qui est de dire, vous savez très bien qu'il y a les accords de Paris qui visent à réduire les émissions de CO2. Vous, en tant qu'administrateur, qu'est-ce que vous avez fait pour vous assurer que votre entreprise que vous pilotez au niveau du conseil d'administration fait les bonnes actions et s'est engagé dans cette démarche. Voilà. Donc vous voyez que là, j'ai deux populations différentes, une qui fait les choses et qui communique, alors un peu maladroitement, voilà, ou peut-être avec un peu trop d'ambition, et l'autre qui, du coup, va être en situation de contrôle. Donc ces deux personnes ont vocation à travailler sur ces sujets-là en profondeur. Donc c'est une vraie nouveauté. Et donc ça, c'est le sujet un petit peu facile. Et puis, dans 24 mois, on va avoir un autre sujet qui va devenir un petit peu plus compliqué, c'est les problématiques de biodiversité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je sais vous parler du climat, et puis je vous donne un indicateur simple qui sont les tonnes de CO2, l'indicateur pour la biodiversité, c'est beaucoup plus compliqué. Est-ce que je compte les abeilles? Est-ce que je compte les brins d'herbe? Est-ce que je compte les poissons? Enfin, tout y passe. Voilà, donc vous voyez que là, il y a un autre sujet qui est à définir. Mais pour le coup, vous, en tant qu'être humain, vous vous attendez bien à ce que quand vous achetez un produit, il ait un impact sur l'environnement faible en termes d'émissions, et qui ne détruisent pas la biodiversité. C'est bien vos attentes de nouveaux citoyens du monde. Et donc, vous comprendrez très bien que si une entreprise, en fait, ne respecte pas ces deux principes, elle soit fondamentalement attaquée. Voilà, ça paraît assez simple. Alors justement, une entreprise fondamentalement attaquée, vous, Linda, que faites-vous? Comment êtes-vous à leur côté? Alors c'est vrai qu'on a une quasi-obsession depuis un certain temps sur la question de la communication. Parce que effectivement, depuis assez longtemps, le green était un peu dans l'air du temps, et c'était souvent des sujets qui étaient surtout gérés au niveau au sein des entreprises par le département de la communication. Un peu ce qu'on dit, c'est un peu de green fairy dust que les gens mettaient une coloration parce que ça sonnait bien. Et aujourd'hui, effectivement, c'est un vrai enjeu juridique pour nos clients. Donc, nous travaillons avec eux d'abord à faire un audit parce que nos clients sont parfois absolument étonnés par ce qu'il y a sur leur site internet, parce que ça a été publié il y a 3 ans, parce que personne n'a regardé vraiment, et parce que maintenant c'est archivé sur leur site. Et quand on commence à regarder ce que font à la fois des autorités et aussi des différents acteurs, ils regardent ce qui a été dit et ils regardent ce qui est fait. Et quand il y a un décalage, ils n'hésitent pas à mener des actions en justice ou en administratif. Donc, je pense que ça, c'est une des choses que nous faisons depuis un certain temps auprès de nos clients. C'est un vrai audit de ce qu'ils ont dit par le passé, ce qu'ils continuent à dire, un contrôle sur ces messages pour être sûr qu'ils sont pas amenés à aller au-delà de ce qu'ils sont capables de faire, en fait. On fait de cet accompagnement également évidemment des suivis sur la réglementation selon les besoins. On en fait dans les documents publiés disponibles à tout le monde, et aussi pour certains clients sur les sujets qui les intéressent en particulier. Sur la gouvernance, effectivement, nous travaillons beaucoup auprès de nos clients et surtout auprès des conseils d'administration sur des questions
liées à l'RSE, le climat notamment, le risk mapping. Donc aussi on a un outil où on peut identifier des points, des hits, des zones rouges qui sont plus compliquées. La grande question de rémunération. Donc les indicateurs RSE qui sont pris en compte dans la rémunération est un grand sujet. Nous voyons un peu un décalage entre nos clients américains qui luttent contre l'idée qu'on a des KPI pour leur rémunération et la tendance européenne qui pousse très fortement à l'inclure, à la fois dans le cadre de la loi Pacte, mais aussi des actions menées par la MEP et autres pour dire si vous dites que vous avez une stratégie RSE et ce n'est pas dans la rémunération de vos dirigeants, il y a un décalage trop important. Donc c'est un peu des outils, des sujets que nous voyons auprès de nos clients. Merci Linda. Alors Maria, je vais me retourner vers vous cette fois-ci, l'expérience de Capgemini, parce que vous souhaitez aller plus loin. C'est-à-dire que vous voulez dépasser en fait l'offre des cabinets d'avocats par rapport à votre propre gouvernance. Vous souhaitez en fait avoir une offre qui concerne le marché et vos clients. Est-ce que vous pourriez nous expliquer exactement ce que vous entendez par là ? Oui, absolument. Donc, je voudrais mettre les choses en contexte. Et pourquoi je dis ça ? La RSE, on le sait tous, ça a été pendant des années un sujet éthique. Un sujet éthique, c'était nice to have, c'était, comme on dit en anglais, nice to take care of. Et à la date d'aujourd'hui, le sujet RSE n'est plus un sujet éthique. C'est un message très très clair que je vais passer. C'est un sujet, la RSE commence à être hautement réglementé. Si je me focalise dans la partie climat, il y a au niveau de l'Union européenne, il y a eu déjà pendant les dernières années, depuis 2014, des réglementations en matière de reporting, des réglementations en matière de taxonomie ou la loi du climat l'année dernière. Mais ça ne s'arrête pas, ça va continuer. Au niveau de l'Union européenne, European Green Deal, que l'Union européenne est en train de pousser et qui va donner lieu à des nouvelles lois qui vont bientôt, et je pense que ça va venir en 2022-2023, la nouvelle taxonomie, les nouvelles règles de reporting, etc. Donc, RSE, je pense que c'est important que quand on parle des cabinets d'avocats et RSE, ce n'est plus un sujet éthique, c'est un sujet de réglementation. Et en ce qui concerne Capgemini, quand je regarde la partie RSE, donc on fait bien évidemment toute la partie de gouvernance, tout ce qu'on a dit, la loi, on s'occupe de tout ce qui est loi des devoirs de vigilance, toute la partie des main-d'œuvre, les enfants, donc toute la partie sociale, la partie gouvernance, c'est en effet, je suis absolument d'accord avec vous, Linda, tous les cabinets d'avocats, il faut qu'ils développent ce type d'offres. Après, aujourd'hui, au sein de Capgemini, quand je dis que je vais aller plus loin, je dis que je vais aller plus loin pour la raison suivante. D'un côté, quand je regarde la direction juridique de Capgemini, il faut que je m'occupe, mais déjà aujourd'hui, et c'est très haut dans mon plan stratégique, il faut que je m'occupe de l'économie circulaire, de ce qu'on appelle circular procurement, et il faut que je m'occupe de signer des contrats qui sont du point de vue qui sont sustainable, et nous avons organisé il y a seulement 10 jours au niveau mondial un événement autour de World Sustainable Contracting. Mes contrats, il faut qu'ils soient sustainable, la façon comme il faut que j'ajoute des clauses qui me permettent d'atteindre la neutralité carbone dont Sébastien parlait. Il faut que je m'occupe fortement de Green M&A. Oui, les fusions d'acquisition, tout ce qui est la partie acquisition, je ne peux pas ignorer la sustainabilité maintenant dans mes dossiers d'acquisition. Il faut que je m'occupe de développer des partenariats green avec les gros acteurs. Sébastien a évoqué Amazon, Microsoft, Google. Nous sommes des très gros partenaires d'Amazon, Google, et nous sommes déjà en train de développer des green partnerships. Donc oui, il faut aller au-delà des sujets de gouvernance. Mais j'ajoute même un deuxième point. Covid a changé beaucoup, a accéléré la digitalisation. Si vous regardez vos entreprises, nous avons avancé en 2 ans probablement l'équivalent de 20 ans, sans Covid. Quand on parle de la neutralité carbone,
on ne peut pas ignorer la technologie. On ne peut pas ignorer la technologie pour atteindre la neutralité carbone. Et c'est pour ça que des sociétés comme Capgemini, nous sommes déterminés pas seulement à atteindre notre neutralité carbone. Dans le cas de Capgemini, nous avons donné 3 KPIs, neutralité carbone pour nos propres activités en 2025, neutralité carbone de toute notre chaîne d'approvisionnement avant 2030 et finalement net zero emissions bien avant 2050. Donc, mais il ne faut pas seulement qu'on s'occupe de tout ça, c'est nous aidons nos clients à développer et à atteindre les objectifs de développement durable. Et ça passe par la technologie. Donc, quand je dis que les cabinets d'avocats pourraient avancer dans d'autres domaines, à la date d'aujourd'hui, oui, je peux demander du conseil en matière de green technologies. Je peux demander du conseil en matière de quels sont les KPIs qui vont être imposés dans les secteurs energies and utilities, par exemple, dans les 5 années à venir, parce que je dois prendre en compte les sociétés comme Capgemini, les sociétés qui fournissent des services dans le domaine des technologies de l'information et digitale, ont un rôle à jouer pour que nos clients puissent atteindre les objectifs en matière de développement durable. Et c'est pour ça que mes questions ne vont pas porter seulement sur mes propres activités. Et je suis très intéressée à savoir aussi ce qui se passe dans les marchés de l'énergie, dans les marchés financiers, etc. Merci Maria. Donc moi j'ai bien entendu aider nos clients à atteindre plus facilement nos KPI. Linda, vous répondez quoi à ça? Comment vous vous positionnez? Effectivement, pardon, merci. Effectivement, ce que nous entendons de nos clients, c'est les objectifs. Donc, nous avons travaillé et nous travaillons toujours sur un certain nombre de types d'opérations ou de mise en place de nouvelles réponses. Donc, par exemple, dans les financements, toute l'utilisation des outils de financement liés à tout ce qui est les green bonds, les sustainability linked loans, etc. Donc, les financements qui sont menés ou mis en place pour aider les clients, les financements de projets à s'organiser différemment pour arriver à leurs objectifs. Nous avons aussi beaucoup développé des achats d'énergie, des contrats d'achat d'énergie permettant à nos clients d'acheter de l'énergie renouvelable, même parfois quand ce n'est pas disponible dans leur zone d'activité, en utilisant des produits dérivés par exemple. Nous avons développé, nous sommes en train de développer avec un de nos clients une plateforme qui permet à faire de la négociation de ces contrats d'une manière beaucoup plus transparente pour que les sociétés aient accès à justement un peu des crédits offset ou de la possibilité d'acheter de l'énergie d'origine certifiée, donc les certifications d'origine des énergies. Nous soutenons aussi le mouvement sur les greener arbitrations, donc avec des procédures, des suggestions, des pratiques, des meilleures pratiques pour diminuer l'utilisation de papier, encourager les différentes procédures en utilisant maintenant les outils virtuels. Donc ça, je pense qu'avec le Covid, ça nous a permis vraiment d'aller de l'avant sur ces sujets-là. Nous avons aussi dans notre activité immobilier, toute une question d'identifier à la fois la moyen de financer soit dans des obligations qui sont des regroupements, des baux ou des hypothèques ou des financements de la partie des immobiliers, de l'immobilier plus efficace énergétiquement. Donc ça, c'est des outils que nous essayons avec nos clients, des nouveaux moyens d'arriver à leurs objectifs qui sont effectivement extrêmement ambitieux. Merci. Alors tout d'abord, excuse pour l'autre côté de la salle, parce que je crois que je vous tourne quand même le dos depuis le début de la... Alors, on va laisser un peu de temps donc pour que vous puissiez poser vos questions. En attendant, je vous propose de conclure cette table ronde avec juste une dernière question, donc très rapide cette fois-ci. L'idée, c'est de se dire qu'en est-il demain? Est-ce qu'il y a d'autres impacts? Sébastien?
Je vous laisse la parole. Ah. Je pense que ce qui fait la spécificité de la direction RSE, c'est qu'aujourd'hui, à peu de comparaison avec ce qu'on faisait en fait il y a 12 à 18 mois, et ça a peu de comparaison avec ce qu'on va faire dans 12 à 18 mois. C'est-à-dire que c'est une fonction dans laquelle les sujets apparaissent et on est amené en fait à les filtrer, savoir s'ils sont pertinents ou pas pertinents. Donc je vous donne juste un exemple. Vous voyez, quand il y a eu la réglementation sur tout ce qui est protection des données individuelles, c'était un sujet qu'on a pris complètement, qu'on a mis en place, et ça figure comme nous pour un sujet, mais voilà, c'est un sujet maintenant qui est sous contrôle et qui est suivi. Donc là, on va avoir des nouveaux sujets. On voit bien que les sujets dont je vous ai parlé, qui sont les problématiques environnement, principalement le climat ou la biodiversité, on voit bien que c'est des sujets qui vont se cristalliser. D'accord ? Donc le climat, c'est quand même une vieille histoire, hein, parce que il y a eu Paris, il y a eu Rio, donc c'est des sujets qui montent en fait en cristallisation. La biodiversité, c'est un autre. Mais vous voyez qu'en fait, là, ce qui fait la spécificité de ces sujets-là, c'est que si aujourd'hui l'entreprise devait être responsable par rapport à ses employés, dans le cadre du droit du travail, par rapport au pays où elle opère, par rapport à des problématiques de taxes, par rapport à ses clients, par rapport à ses fournisseurs, on attend à présent que l'entreprise prenne en charge ses impacts environnementaux, donc sur une partie qui n'existe pas, si je prends le cas de la planète, d'accord, ou le cas en fait des êtres humains, d'accord. Et vous voyez que quand je vous donne ces exemples-là, j'ai pas une partie qui est clairement identifiée, mais je vais bien avoir aujourd'hui des niveaux de responsabilité qui sont celui de l'entreprise. Si je reprends mon exemple de tout à l'heure, vous attendez bien que l'entreprise respecte en fait à minima ces deux dimensions, et qu'elle soit engagée. Donc c'est vers ces sujets-là qu'on est en train d'aller. Alors on y va de manière non ordonnée. Il y a les gouvernements qui se positionnent, il y a les NGO, parce que j'arrive jamais à retrouver le nom français, donc je prends l'anglais, excusez-moi, les NGO qui sortent des études et qui mettent en valeur ce qui ne va pas. Donc vous voyez que c'est ça pour moi la tendance qui se dessine, c'est que l'entreprise va devoir sortir de son cadre juridique entre guillemets actuel, avec ces parties qu'elle connaît, pour adresser du coup maintenant des nouveaux sujets qui sont en cristallisation et en devenir, donc du coup qui sont moins perceptibles immédiatement. Merci. Maria, de votre côté? Et moi, je voudrais dire qu'il est temps d'agir. Et il n'y a pas de marche arrière. C'est-à-dire, je me réjouis vraiment parce que j'ai toujours pensé qu'on a tous une responsabilité collective et on a tous notre part de responsabilité dans la construction d'un futur qui est plus sustainable. Mais définitivement, il n'y a pas de marche arrière. Donc, s'il y avait un message que je pouvais donner aux entreprises et aux cabinets d'avocats, investissez. Investissez en RSE. Je demandais il n'y a pas longtemps à un cabinet d'avocats, est-ce que vous avez un associé en charge de l'environnement? Il m'a répondu non. Et honnêtement, on se demande même si ça vaut la peine de faire ce type d'investissement. Moi, mon message, c'est au sein de la direction juridique de Capgemini, je vais être une direction juridique de référence en matière RSE. Je pense qu'on l'est déjà quand on regarde le nombre d'activités qu'on fait dans la matière, et je vais continuer à investir en matière de RSE. Pour moi, ce sujet, c'est non négociable. S'agissant des cabinets d'avocats, investissez, développez ces activités parce que l'RSE, c'est un sujet de performance, c'est un sujet de profitabilité et c'est un sujet de futur. Et je voudrais finir avec ça. Merci. Du coup, Linda, investissez. Vous avez le mot de la fin. Voilà, c'est ça. Alors, je me réjouis également, enfin, de cette obligation d'aller de l'avant. Je pense que c'est aussi très motivant. Alors, nous avons de la chance d'avoir une associée chargée de l'environnement qui parlera cet après-midi lors de la plénière, et donc qui nous amène qui nous mène depuis 15 ans. Dans la bonne direction, et aussi dans cette vision de l'importance de changement climatique qui est quand même fondamentale. Juste sur la profession, le métier juridique, je dirais ce que nous voyons de plus en plus depuis longtemps, c'est le droit de l'environnement, et c'est aussi la partie boursier qui est plutôt ma partie à moi. Mais aujourd'hui, de plus en plus, on voit d'autres métiers. Donc, par exemple, le droit de la concurrence, devient un vrai sujet pour ce changement
climatique. Donc, on voit nos associés très engagés, enfin très demandés pour des conseils de la compétitivité et l'anti-concurrence. Donc ça, c'est les nouveaux métiers. Évidemment aussi la sécurité, la cyber security, la sécurité des données personnelles. C'est vraiment des sujets aujourd'hui où on investit énormément, où c'est des vrais enjeux, des enjeux nouveaux. Et la loi est en train de changer. Donc là, il faut rester à la pointe de ces sujets-là. Merci Linda. Eh ben, il est temps de donner la parole à la salle. Est-ce que quelqu'un souhaiterait poser une question ? Claire Oli, merci beaucoup pour vos interventions. Vous avez parlé de cette RSE contraignante qu'il faut anticiper, peut-être en dénominateur commun sur tous les sujets dans vos entreprises. Est-ce que, en parallèle de ça, vous avez initié une démarche de réflexion sur une raison d'être de l'entreprise qui permettrait d'identifier et de caractériser les sujets majeurs qui s'apparentent à la mission de cette entreprise et qui vous permettrait d'avoir une boussole? Et est-ce que, dans ce contexte, vous évitez encore la novlangue? Merci. Ce qui concerne Capgemini, oui, la réponse est oui. Nous avons une raison d'être. Une raison d'être dont les mots sustainabilité sont un mot clé. Tout tourne autour de la sustainability. Pour être complètement transparent avec toi, on se connaît, on peut se tutoyer. Pour être complètement transparent avec toi, si tu me demandes est-ce que Capgemini a décidé de mettre la raison d'être dans les statuts, la réponse est non. La réponse est non. On est fortement convaincu qu'on a pris la bonne décision et ça ne remet absolument en cause notre engagement en matière de sustainabilité. Donc nous, on l'a mis dans les statuts. Voilà, donc ça c'est fait. Non, faut avoir à l'esprit le sens de la loi. Il y a 3 niveaux. Il y a l'RSE, le niveau des fondations. Ensuite, au-dessus, il y a la raison d'être, d'accord. Et le 3e niveau, c'est les entreprises à mission, d'accord. Donc nous, l'avantage, c'est que on a structuré notre RSE dès 2015. Et en fait, je ne vais pas dire que l'exercice a été facile, mais quand vous définissez la RSE telle que je vous l'ai décrite au regard de mes risques, qui sont que je ne suis pas que sur les sujets environnementaux et sociaux, mais que je suis dans une logique de durabilité de l'entreprise et de gérer mon écosystème, vous avez fait en fait le plus gros du travail, parce qu'en fait vous avez défini quels sont les majeurs et vous définissez quelle est votre contribution. Donc vous êtes plus dans un exercice de formalisme de le rôle de l'entreprise. Donc une fois que vous avez fait l'exercice, vous pouvez le mettre dans les statuts. C'est pour ça que nous on a fait le sujet. Donc là les questions que des entreprises se posent, c'est est-ce qu'elles doivent se déclarer entreprise à mission? D'accord. Donc là, vous voyez que l'entreprise à mission, c'est autre chose. Ça veut dire que quelque part, vous introduisez le fait que vous n'êtes pas là que pour faire de la profitabilité. Vous avez une mission entre guillemets d'intérêt général. Donc vous voyez que là, la 3e étape est plus difficile en fait à franchir. Bon, en tout cas, il faut la justifier. Il faut toujours vous lancer, mais à un moment, il faut être crédible. Et vous voyez que naturellement, c'est pas évident pour toutes les entreprises, mais des mutuelles, vous voyez, qui n'ont pas du coup d'actionnaires, vous sentez que le chemin est plus facilement accessible. Voilà. Mais ou des entreprises, je dirais, qui sont de petite taille et qui contribuent, qui disent, bah moi j'ai 2 objectifs, c'est continuer à avoir mon activité et à avoir un impact positif d'intérêt général. Voilà, ça s'explique, mais sur des grands groupes, c'est plus compliqué.